Au niveau de ma présentation, j'ai d'abord montré la place des médias dans le renforcement de l'harmonie sociale. Après, j'ai montré aussi la place des médias dans le renforcement, dans la préservation des droits humains. J'ai montré que, au niveau de l'harmonie sociale, par principe, c'est la place au soleil pour tout le monde, peu importe la taille. Là, j'essaie de montrer que les médias peuvent contribuer vraiment au renforcement de l'harmonie sociale en privilégiant ou en donnant la parole à tout le monde, que ce soit les bénéficiaires ou les autorités redevables. J'ai montré aussi que les médias peuvent contribuer dans la préservation des droits humains, mais qu'ils peuvent aussi nuire aux droits humains. Ça veut dire quoi? La violation des droits humains pour les médias, elle peut être directe ou indirecte. Et j'ai montré que pour la violation directe, c'est quand les médias publient des informations qui ne respectent pas les droits humains. Si les médias violent la vie privée des personnes, si les médias bloquent l'accès aux médias pour les citoyens, si les médias publient des informations ou des images ou des photos qui nuisent aux vulnérables, aux victimes, aux enfants, ils sont en train de violer les droits humains. Ça, c'est la violation directe. Mais ils peuvent aussi violer les droits humains de manière indirecte. C'est quand? C'est généralement quand ils donnent la parole aux détracteurs de la vérité. C'est quand ils encouragent les autorités qui violent les droits humains parce qu'ils peuvent aussi exister. Et c'est quand les médias publient des informations qui ne sont pas rigoureusement vérifiées, quand ils courent au scoop, et parfois ils diffusent des informations qui ne sont pas correctes, des informations qui, malheureusement, peuvent violer les droits humains. Quand vous donnez la parole à quelqu'un qui commence à diffamer les autres, vous êtes en train de violer les droits humains. Donc, il y a 1000 moyens de participer à la violation des droits humains, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte. Les barrières qui freinent l'action positive des médias sont de plusieurs ordres. La première barrière, je dirais, c'est l'ignorance. L'ignorance de la loi, l'ignorance du contenu du code de déontologie. Les gens ne savent pas que ceci est une entrave aux libertés, est une entrave aux droits humains, est une violation. Or, au niveau du code de déontologie, c'est bien précis. Ça, c'est la première barrière, l'ignorance du contenu de la loi, du contenu des obligations du code de déontologie. La deuxième barrière, je dirais que c'est le manque d'humilité. Des journalistes ou des responsables des médias qui ne voudraient pas être critiqués, qui n'acceptent pas la critique, qui n'acceptent pas que les gens puissent les corriger, dire ça c'est vraiment une violation. Et une autre barrière, je dirais, elle est liée à l'absence de fluidité entre les journalistes et les sources d'information. Les relations ne sont pas fluides et c'est un problème. Parfois, on n'a pas la vraie information et on ne sait pas comment s'adonner à la vraie source. Ça, c'est par manque de fluidité de relations entre les médias et les sources d'information. Il y a enfin un problème qui est lié au manque d'humilité des médias et même quand on a publié une information qui n'est pas correcte, parfois on dit, mais en cours de on voudrait diffuser l'information en premier et parfois ce n'est pas une information vraie, vérifiée, correcte. Et les gens ne savent pas que là, il y a obligation de droit de réponse pour les personnes qui ont été inculpées, par exemple, et de rectificatif pour le dépositaire de l'autorité publique. Et parfois, ils oublient que c'est toujours professionnel qu'une radio, une télévision, un journal puisse dire « excusez, l'information qu'on avait diffusée n'était pas correcte ». La vraie information, c'est ça. Et s'il y a un rectificatif qui est apporté par le dépositaire de l'autorité publique, c'est bien que les médias puissent diffuser cela. Et ce n'est jamais mauvais de manifester l'humilité. Pour briser ces barrières, c'est très simple. D'un côté, il faut vraiment multiplier les copies du code de déontologie et de la loi régissant la presse, que ça soit disponible dans toutes les rédactions des médias, que tous les journalistes apprennent le contenu des obligations et des droits, que tout le monde sache. Et il faut que les responsables des médias prennent du temps pour informer leurs journalistes. 2, il faut que les responsables des médias essaient d'établir des relations fluides
entre les journalistes et les sources officielles, pour qu'on ne dise pas « non, on n'a pas l'information parce qu'on n'a pas de relation directe avec telle ou telle chose ». Une autre chose qu'il faut faire, maintenant c'est aussi une recommandation, il faut que les journalistes puissent dissocier l'information et le fait d'appartenir à un groupe politique ou à une organisation. On peut être journaliste et être politicien, c'est un droit. On peut être journaliste et membre d'un syndicat ou d'une association, c'est un droit. Mais maintenant, il faut dissocier les deux pendant l'activité professionnelle. Ce n'est pas parce qu'on est militant d'un parti politique qu'on va faire le militantisme à la place de la profession de journaliste. Donc il faut que vraiment les journalistes apprennent à dissocier les deux. Il faut aussi renforcer les capacités pour les journalistes qui sont vraiment nouveaux dans le métier, qui n'ont pas encore été informés. Il faut qu'ils aient le temps d'être renforcés en capacité.